Parlons de la série Netflix. Je vais faire un résumé, je vais spoiler. Alors, le synopsis, en gros, c'est ça. Nous avons deux périodes différentes, en fait, sur lesquelles toute la série alterne, qui sont 2022 et 2036. 2036 correspond au présent dans la série, et 2022 correspond au passé. Donc en 2022, en fait, on va apprendre ce qui s'est passé à la base. Ce qu'on va voir dans les événements de 2022, c'est Jade Wesker, donc qui est le personnage principal de la série, et Billy Wesker. Là, on a leur version, donc du coup en 2022. Jade Wesker qui est ici, et la version 2036 qui est là, la version adulte, et Billy Wesker qui est là, et sa version adulte. Elles sont sœurs et sont les filles d'un certain Albert Wesker. En 2022, nous apprenons donc du coup que Jade et Billy, avec leur père Albert Wesker, aménagent dans une ville en Afrique du Sud qui s'appelle New Raccoon City, la nouvelle Raccoon City, qui est une ville entièrement dirigée sur le plan économique, sur le plan technologique et tout ça, entièrement gouvernée par Umbrella. Jade et Billy sont des adolescentes de 14 ans à cette époque qui vont dans un nouveau lycée. Ils reprennent en fait leur vie à zéro. Et Albert Wesker travaille en tant que scientifique chez Umbrella. Umbrella, de son côté, est une entreprise qui existe déjà depuis longtemps et qui est à l'origine des incidents qui sont survenus dans l'ancienne Raccoon City, une ville du Midwest des États-Unis, pareil qui était sous sa gouvernance, et qui a dû être rasée par une explosion nucléaire après qu'une épidémie d'un virus qui s'appelle le virus T ait été déclenchée dans la ville. Donc là en fait, les événements de Raccoon City à l'époque, donc du coup datent de 1998, 24 ans plus tard, nous avons une nouvelle ville qui s'appelle New Raccoon City, la nouvelle Raccoon City, dirigée toujours par la même compagnie, qui reste une compagnie scientifique de développement de produits pharmaceutiques, en apparence, et qui fait aussi des recherches sur des virus, qui à la base faisait de la recherche pour de l'armement biologique pour le gouvernement américain. Et là, dans cette nouvelle ville, je vais abréger un petit peu parce que ça s'adresse surtout aux personnes qui connaissent déjà un petit peu le lore de RE là. Mais dans la nouvelle Raccoon City, Umbrella ne fait plus d'expérimentation et ne fait plus de tests pour des armes biologiques à destination des gouvernements, mais se focalise sur le marché du consommateur et a pour but de commercialiser un médicament qui s'appelle Joy, qui est décrit comme étant un antidépresseur miracle, qui permet de soigner toute forme de dépression, qui permet de résoudre les problèmes de concentration, les problèmes d'humeur, tout ce qui est lié de près ou de loin à des maladies mentales. Et ça serait leur fer de lance en fait pour leur compagnie. Joy, c'est le truc qui va révolutionner le monde, qui va permettre à Umbrella de faire des milliards et des milliards. Et bon voilà. Sauf que Joy a une particularité, c'est qu'elle a été travaillée sur la base du virus T. Et que, si prise à trop forte dose, le virus T se déclenche et infecte son hôte. Ce qui va engendrer de la merde. Et ce qu'on apprend donc du coup, c'est que en 2036, donc dans le présent, à cause de Joy et à cause des événements qui se déroulent dans la série, le virus T s'est propagé et s'est transformé en pandémie mondiale. Donc on est vraiment au bord de l'extinction de l'humanité. En 2036, Jade Wesker est donc du coup une survivante qui a pour objectif de faire des recherches sur les manigances d'Umbrella dans le présent, parce que Umbrella existe toujours et Umbrella fait du contrôle de îles parce qu'elle souhaite que les informations ne soient pas divulguées, les informations de ces échecs ne soient pas divulguées au monde. Elle souhaite aussi mettre la main sur d'anciens documents et tout ça. Et Jade Wesker, donc du coup, elle veut chercher un moyen d'éradiquer le virus T en 2036. Donc, nous avons ces deux trucs. 2022, tout le scénario avec tout le développement de la famille Wesker, tout le développement d'Umbrella avec Joy, qui amènera à des événements tragiques qui vont résulter en cette pandémie mondiale qu'on connaîtra en 2036. Et en 2036, donc du coup, cet aspect où est-ce que l'univers est dans un chaos permanent, où est-ce que l'anarchie fait plus ou moins loi, où est-ce qu'on a un côté qui est très The Last of Us, pour le coup, et où est-ce que Jade essaye de survivre, essaye de rejoindre sa famille aussi, parce qu'elle a un mec et elle a une fille, et où est-ce qu'elle essaye de mener des recherches pour pouvoir trouver un moyen
Au pire, de repousser les zombies, au mieux, d'éradiquer complètement le virus. Voilà le principe. Donc du coup, nous sommes dans un univers où est-ce que Umbrella a encore fait de la merde parce que les ambitions de sa directrice, la directrice d'Umbrella qui s'appelle Evelyn Marcus, qui est la petite fille de James Marcus. Ça va être un petit peu décousu, hein. De toute manière pour la VOD, il y aura un montage parce que je fais ça vraiment en improvisation. En fait, la série Netflix se veut comme une sorte de réécriture, on va dire, un petit peu des événements, un petit peu une réécriture de l'univers. C'est-à-dire que nous allons trouver une ville qui s'appelle Neo Umbrella, hein. On a une nouvelle Umbrella, on a Albert Wesker qui est un des personnages du jeu et qui est un des antagonistes principaux. Donc, essayez de résumer tout ce bordel vis-à-vis de ça. Déjà, en parlant des événements du passé, des événements de 2022. Jade et Billy Wesker, donc du coup, sont les filles du scientifique Albert Wesker, qui travaillent pour Umbrella, et grâce à laquelle ils peuvent s'installer dans une maison qui est super bien équipée, qui est dans un quartier tranquille, dans une ville qui est vue comme étant un petit peu la ville parfaite, hein, où est-ce qu'il y a zéro criminalité, où est-ce que les gens peuvent faire un petit peu tout ce qu'ils veulent, où est-ce que c'est un petit peu de la ville où est-ce que les gens peuvent accomplir leurs rêves, hein, qui se trouve donc du coup en Afrique du Sud. Jade et Billy Wesker vont toutes les deux au lycée, elles ont 14 ans. Elles ont aussi une certaine... comment dire, Billy aime son père au début, alors que Jade ne l'aime pas énormément, parce que bon, il est souvent absent, parce que vis-à-vis de certains trucs, enfin des relations de famille qui font que c'est assez conflictuel entre eux, hein. On verra que au début de la série, Jade est un petit peu une enfant turbulente qui aurait pas aimé quitter son ancienne maison pour venir dans New Raccoon City, et Billy qui est vue comme étant une enfant réservée, mais potentiellement impulsive. Lorsque les deux filles arrivent au lycée, du coup, Jade est celle qui essaye de secouer un petit peu sa sœur et tout ça, parce que sa sœur est victime de brimades. Notamment, il faut savoir que Billy est vegan et pour la défense des animaux, et elle se fait maltraiter pour ça, ce qui entraîne une bagarre, et ce qui va entraîner aussi Jade à la venger vis-à-vis de la personne qui l'a maltraitée. Il va les conduire dans le bureau de la proviseure, où est-ce qu'il va y avoir une discussion, et où est-ce que Albert Wesker va se ramener, et va menacer donc la nana en question et son père, en disant si vous faites les cons, en fait, je fais en sorte que vous soyez licenciés. Donc on a déjà quand même un certain point où est-ce qu'on nous montre que Albert Wesker a de l'influence, et surtout Umbrella en elle-même a de l'influence. Umbrella régit tout ce qui se passe dans la ville. Et si jamais vous faites les cons vis-à-vis de quelqu'un qui est plus ou moins proche de la société, vous êtes un peu foutu. Umbrella est une société donc du coup qui a pour objectif de créer un médicament révolutionnaire pour traiter les maladies mentales et pour traiter notamment la dépression. C'est vu comme étant un antidépresseur miraculeux et universel, mais qui a des effets secondaires. Après la discussion dans le bureau de la proviseure, il y a Albert Wesker qui aura convié Billy à venir avec lui à son boulot pour qu'il puisse discuter un petit peu à la cafétéria et tout ça. À ce moment-là, Billy voit que on emmène des lapins dans des cages en direction d'un sous-sol. Intriguée et inquiète, puisque, je le rappelle, défendeuse des animaux, hein, elle va dire à sa sœur, putain, il y a Umbrella qui fait des recherches en se servant d'animaux comme combats, et donc du coup elles vont avoir la riche idée de s'infiltrer très facilement dans les locaux d'Umbrella, afin de voir en fait ce qui se trame. Elles tombent à ce moment-là, en fait, elles font un petit peu les connes, et elles déverrouillent la porte d'un chien zombie qui a été placé ici pour d'autres types d'expérimentation. Et au final, il y a Billy qui se fera mordre par le chien et qui se retrouvera infecté. Et toute l'intrigue va se centrer donc du coup sur l'infection de Billy, où est-ce que Albert va essayer de chercher un moyen d'endiguer le virus, puis Billy en fait au final apparemment elle parvient à combattre la maladie, et ça part en nœud de boudin, et je l'explique déjà, et c'est ça me prend la tête, de 1 parce que c'est pas bien, de 2 parce que c'est complexe. Je trouve ça chiant en résumé. Nous avons donc du coup tout ce scénario où est-ce que Billy est infecté, donc c'est la merde. Evelyn Marcus,
qui est la directrice d'Umbrella, enfin du moins de ce siège d'Umbrella, est une connasse qui ne pense qu'à se faire du fric et qui ne prend pas en compte les considérations vis-à-vis des effets secondaires de Joy. On a Albert Wesker qui est un clone du Albert Wesker original, parce que Albert Wesker, joué par, je me souviens plus de son nom, par Lance Reddick, donc qui est black. L'Albert Wesker dans la série est un clone de l'Albert Wesker originel, donc qui était capitaine des Stars dans le premier Resident Evil, puis qui a en fait joué un double jeu avec Umbrella et qui voulait à la fin détruire le monde et tout ça. Bon, donc Albert Wesker dans la série est un clone de l'Albert Wesker originel et est un clone, donc il y a plusieurs autres clones qui lui ressemblent et qui sont tous portés sur le même modèle. Voilà. Albert Wesker, Evelyn Marcus. Quoi d'autre? J'en ai marre. Quoi d'autre? J'ai perdu mon fil parce que ça me prend la tête. Oui, donc Albert Wesker qui est un clone et qui en fait se servait du sang de ses filles, qui étaient elles-mêmes des expérimentations, des sujets d'expérimentation, qui se servait du sang de ses filles pour pouvoir se fabriquer son propre médicament. Il a un médicament en fait qui l'empêche de crever parce que son corps a été modifié génétiquement et on l'a fait grandir de manière accélérée. Il a pris en gros 20 ans en l'espace de 6 mois. Il est passé de 1 an à 20 ans en l'espace de 6 mois. Mais donc du coup, il vieillit incroyablement plus vite que tous les autres. Et le médicament qu'il fait permet de stabiliser ses cellules et d'éviter qu'elles crèvent. Et donc du coup, il se sert du sang de ses filles pour ça. Donc du coup, Evelyn Marcus, connasse, qui comprend pas que faut arrêter de jouer au con pour ça, qu'il faut arrêter de voir le fric dans la vie. Jade, qui prend les pires décisions de la planète et qui est certainement la pire sœur de l'univers. Billy, qui a beaucoup de mental breakdown, j'ai envie de dire. Il réussit à combattre le virus. Enfin bon. On a qui d'autre? Il y a Jade qui, en faisant des recherches sur le virus pour savoir en fait pourquoi Billy a été infecté, pourquoi il y avait ce chien dans les locaux d'Umbrella, qui tombera donc du coup sur les événements qui se sont passés en 98, mais des événements qui sont plus récents aussi, qui se sont passés au Mexique, qui sera contacté par un journaliste qui fera pas long feu parce qu'il se fera buter par Umbrella par la suite. Le scénario, en fait, est compliqué. Et à la base, je me suis dit non, ça passera. Mais en le repassant dans ma tête, ça passe pas. Donc ça va se rajouter à la très longue liste des points négatifs que j'ai à dire sur ça. Et le scénario présent, ça va suivre surtout les aventures de Jade, qui commence à Londres, qui cherche un moyen d'attirer les zombies, de faire une expérience sur des zombies à grande échelle, pour essayer de comprendre leur comportement, mais qui échoue, qui se fera capturer, enfin... qui est recherchée par Umbrella, parce que bon, c'est la fille d'Albert Wesker, et parce que elle a peut-être des propriétés ou quoi que ce soit d'autre, on ne nous en dit rien dessus, c'est juste qu'elle est recherchée par Umbrella, que Umbrella veulent la récupérer. Dans le premier épisode, lorsqu'elle est à Londres, elle affronte une sorte de ver géant bien dégueulasse qui l'assomme. Il y a un groupe de survivants qui la sauveront, qui la rapatrieront dans leur QG, mais il s'avérera que, en fait, ils voulaient juste la récupérer pour pouvoir ensuite la redonner à Umbrella. Il y a Umbrella qui arrive sur les lieux, elle réussit à s'échapper, elle parvient à contourner un petit peu tout ça et à rejoindre une autre ville au niveau du Royaume-Uni. À partir de ce moment-là, elle va essayer de trouver un plan et elle va réussir à trouver un convoi pour pouvoir aller en France, pour pouvoir aller à Calais plus précisément. Ou est-ce que y aurait différentes personnes qui l'attendent là-bas? Elle se fera capturer. Alors, bon, il y a tout le passage où est-ce qu'elle se fait poursuivre par Umbrella, où est-ce qu'elle passe dans le tunnel de la Manche, divers trucs, machin et tout ça. Elle arrive en France, elle se fait capturer par des débiles qui sont d'une secte locale, qui est une secte de fascistes, qui dit que, en gros, l'épidémie est une providence et qu'il faut tout donner à un zombie spécial qui est dans leur
dans leur sorte de mini-complexe qui a la capacité de les contrôler. Elle affronte ce zombie spécial, elle réussit à le tuer, à récupérer sa tête, dont elle servira plus tard pour pouvoir mener des expériences, pour savoir pourquoi elle est capable de contrôler les zombies. Elle sortira de ce mini-complexe et trouvera donc du coup l'expédition d'où elle vient, qui s'appelle l'Université, qui est un grand cargo sur lequel il y a plein de survivants qui ont récupéré des objets, des livres, des produits culturels de l'ancien monde, donc d'avant qu'il y ait eu l'épidémie, et qui essaye un petit peu de reconstruire le monde. C'est là où est-ce qu'elle a aussi son propre petit laboratoire où est-ce qu'elle va mener ses expérimentations. Une fois qu'elle sera revenue là-bas, elle trouvera un moyen d'isoler 2 enzymes à partir de la tête de la zombie qu'elle a récupérée. Où est-ce qu'il y en a un qui permet d'attirer les zombies et l'autre qui permet de les repousser. Elle ira récupérer un zombie sur une plage française quelconque, on s'en fout, qu'elle attachera dans son laboratoire et pour lequel elle utilisera donc du coup le spray qui permet de repousser. Enfin, qui permet en fait de la rendre indétectable aux yeux des zombies. Sauf que à ce moment-là, en fait, il y avait sa fille qui s'est trop approchée, donc du coup, le zombie s'est énervé, il a réussi à se détacher. En poursuivant la petite, alors elle assomme Jade, elle poursuit la petite, mais au lieu de manger la petite, elle va aller bouffer une autre personne qui était une collègue à Jade, qui bossait dans son laboratoire, qui était enceinte. Et tout ça, à ce moment-là, il y a Umbrella qui arrive, et puis on apprend en fait aussi, entre-temps, un petit peu avant, qu'il y a Billy qui est chez Umbrella. Enfin, c'est... Et tout ceci sur seulement 8 épisodes, chacun durant 1 heure. C'est compliqué à résumer, encore une fois. En fait, ça amène un premier problème. Il y a un problème de... Déjà d'un, il y a un problème de rythme. On fait que alterner entre le passé et le présent. On n'a jamais de très gros passages qui vont se concentrer sur l'un ou sur l'autre, ce qui fait que on peut vite perdre le fil, c'est pas vraiment très bien découpé, les transitions sont pas ouf, ça nous apprend pas grand chose vis-à-vis de ça, donc du coup on se demande souvent en fait pourquoi il y a des shifts qui sont opérés comme ça. Ça part, le scénario part un petit peu dans tous les sens, hein, parce qu'on veut traiter de plein de trucs à la fois, et on le fait sur une saison de 8 épisodes, et en fait, pourquoi ne pas traiter d'une première intrigue, genre le tout début où est-ce que Jade et que au Royaume-Uni, et où est-ce qu'on voit vraiment le début des filles qui s'installent avec leur père et tout ça, où est-ce qu'on commence à avoir un petit peu tout... ça aurait déjà fait un scénario d'une première saison, et ça aurait été bien mieux pour le développement scénaristique et pour le développement des personnages. Parce que, mon dieu, c'est imbitable, il y a beaucoup trop de trucs dans tous les sens. Il y a beaucoup trop de choses qui sont condensées et qui sont pas assez approfondies tout au long de la série, ce qui fait que c'est un bordel. On comprend pas les motivations parce qu'on reste trop en surface, on n'a pas le temps d'apprécier les motivations parce que ça arrête pas de changer et ça part dans tous les sens non-stop. Le rythme est claqué sa mère. Le rythme de cette série est claqué sa putain de mère. C'est infernal. L'écriture scénaristique, on n'en parle pas, hein. Bon, on a beaucoup de choses en fait dans cette série aussi qui sont dans le paraître. On a on a plusieurs détails, hein, sans non plus que ça aille trop loin, mais on a plusieurs détails en fait qui sont liés, enfin qui sont donnés dans la série, qui font écho à des événements qui se sont passés dans les jeux. On a par exemple un moment où est-ce que on a un article de blog qui est ressorti et qui traite des événements de Raccoon City. On en a un autre qui explique que Albert Wesker, l'originel, est mort en 2009 dans un volcan. Ça c'est la fin de Resident Evil 5. Je vous ai dit, je vais spoiler un petit peu. Mais vous le verrez ensuite, ça vous paraîtra un petit peu plus clair quand on fera Resident Evil 5. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont liées. On cite des personnages qu'on connaît déjà. William Birkin, qui était scientifique chez Umbrella, qui a travaillé sur le virus T, le virus G, et qui s'est transformé en monstre, hein. On a le fait que Albert Wesker soit un scientifique d'Umbrella, même si là, il n'a pas vraiment le même rôle que son lui originel. On a beaucoup ça dans le paraître parce qu'on va jamais trop loin dans ce genre de trucs. On se concentre pas sur des choses précises, on distille des informations mais vraiment qu'en surface.
et il n'y a rien qui permet d'aider à la narration. On a aussi des trucs qui sont placés et qui font juste, en fait, fan service. On a une vidéo, on a un passage, on a une scène où est-ce que Jade et Billy arrivent dans le labo secret de leur maison, dans le labo de leur père, où est-ce qu'il y a un ordi sur lequel elles pourront voir une vidéo, où est-ce qu'on voit Albert Wesker, enfin, un des Albert Wesker, un des clones d'Albert Wesker, pas vraiment leur père, mais un autre, qui ouvre une cellule où est-ce qu'à l'intérieur, il y a Lisa Trevor. Lisa Trevor, que on a vu dans Resident Evil 1, qui est cette femme sur laquelle Umbrella a fait les premières expérimentations avec le virus Progenitor, qui est le virus qui sert de base au virus T, et qui a les mains dans des étaux, qui a des chaînes, qui est devenu une créature totalement difforme, qui a un passé ultra triste. On a Lisa Trevor, donc du coup, qui est là, et Albert Wesker qui va, je sais plus s'il essaye de la tuer ou quoi que ce soit. Il y a rien qui est donné en détail vis-à-vis de ça. Quand Jade, dans le présent, est dans cette confrérie de fascistes là qui croient que l'épidémie est la solution à tout, il y a un mec armé d'une tronçonneuse et d'un sac à patates qui masque sa tête, clairement Dr Salvador de Resident Evil 4, qui arrive, qui tranche le dos d'un mec pour pouvoir donner de la barbaque à la chef des zombies. Et c'est tout, en fait, on sait pas pourquoi il est là. On sait pas pourquoi. On voulait un Dr Salvador. D'ailleurs, il sert à rien, hein, il est pas menaçant. Hein. Il arrive, il essaye de donner un coup, il prend direct une balle dans la tête, il crève. Le truc, il a duré 10 minutes à l'écran. Alors que c'est un truc totalement iconique, ils ont pas décidé de le développer. Evelyn Marcus, qui est la fille de James Marcus, qui est l'un des cofondateurs d'Umbrella. Quoi d'autre ? On a le passage où est-ce que Jade est donc du coup dans le convoi qui passe dans le tunnel sous la Manche. Et à cet endroit-là, il y a des leakers. Donc on a une scène où est-ce qu'on a des leakers qui durent 5-6 minutes. Puis après, elle s'échappe. Elle passe sous une sorte de barrière de porte qui s'ouvre en montant et qui se referme ensuite. Une bonne grosse porte en fer bien blindée là. Et après, plus de leakers. On n'entend plus jamais parler. Les zombies... Ouais, on en voit, et c'est pas des gros problèmes. Malgré le fait qu'on essaye de nous les vendre comme étant une réelle menace. Mais Jade, elle est beaucoup trop forte. Elle casse la gueule à tout le monde. On a quoi d'autre ? Albert Wesker, bien évidemment qu'on va en parler. J'ai dit qu'il y avait plusieurs clones, donc, de l'Albert Wesker, joué par Lance Reddick. On a plusieurs versions de l'Albert Wesker joué par Lance Reddick. On a un Albert Wesker qui est apparemment le père donc de Jade et de Billy. On a un Albert Wesker qu'on appelle plutôt Bertie, qui est proche du premier de l'autre Albert Wesker, ils sont frères quoi, qui est très marrant, mais qui apparaît que sur 2 épisodes. Et on a un Albert Wesker qui reprend les caractéristiques de l'Albert Wesker qu'on connaît dans les jeux, donc qui a un trench coat, un bon imperméable noir qui descend jusqu'en bas, tu sais, la tenue à la Matrix, avec les lunettes de soleil, avec les cheveux pas gominés, mais les cheveux courts frisés, du coup, qui a des super pouvoirs, il se déplace super rapidement, il a une force surhumaine, comme le vrai Albert Wesker. Et on le voit une fois dans le film. Il sert à rien ensuite. Il vient pour casser les couilles, pour apparemment brûler des preuves. Il y a des sbires d'Umbrella qui arrivent pour pouvoir tuer les Albert Wesker. Pourquoi je sais pas. Et le mec il s'échappe et voilà. On le voit 10 minutes dans toute la série. Encore une fois, juste un placeholder et juste un truc qui est fait pour pouvoir faire une sorte de fanservice. Donc ça creuse jamais, c'est nul, parce que les trucs ne servent à rien, et c'est juste pour dire « regardez, il y a le mec à la tronçonneuse, regardez, il y a Albert Wesker, regardez, il y a des leakers. » Bah c'est bien, mais si on les voit à chaque fois que 5 minutes, et puis après, le reste du temps, on n'entend pas parler, bah c'est un peu dommage, quoi. Le scénario en lui-même, il est nul, Pourtant, il y a certaines
bonnes idées, on va dire. Hein. Il y a le passage, mais là pareil, c'est pas assez travaillé, c'est pas assez fignolé. Il y a tout un passage où est-ce que on retranscrit un petit peu des énigmes à la Resident Evil, où est-ce que Jade et Billy reviennent chez elle et essayent de trouver en fait des informations sur Umbrella et tout ça, et trouver surtout un moyen de pouvoir se barrer. Et elles doivent réaliser une énigme où est-ce qu'elles ont un pote à elle qui est le fils d'Evelyn Marcus, qui s'appelle Simon Marcus, qui est un hacker, donc qui va hacker le système de sécurité de leur baraque, voir sur les caméras et qui va les aider en fait à parcourir un petit peu toute cette maison d'une certaine manière. Et c'était intéressant. Et c'est pas approfondi. C'est pas comme si Resident Evil, à la base, si vous voulez faire du Resident Evil, vous pouvez penser à ça. Resident Evil, apparemment, à ce qui paraît, c'est un jeu qui est connu pour ses énigmes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... Et on a que ce passage qui dure pas longtemps. On a le passage toujours au niveau du convoi sous la Manche. Lorsque, après avoir passé la zone des Lickers, il y a Jade qui continue avec plusieurs autres survivants. Et à cet endroit-là, il y a une araignée organique qui est dégueulasse, qui est bien creepy pour le coup, qui est bien réussi, qui est génial en elle-même. Et pareil, temps d'antenne, 10 minutes. Il n'y a pas de réel combat avec Jade. Jade, en fait, elle va courir tout ce qu'elle peut, alors que bon, l'araignée est normalement beaucoup plus vite qu'elle, elle va beaucoup plus vite qu'elle. Elle va de l'autre côté du couloir, elle active un levier, il y a la porte qui se referme sur l'araignée, morte sur le coup. Bah tant pis, le seul mob vraiment intéressant du jeu... de la série, il s'est fait détruire en 6 minutes. Bravo. Et c'est que des trucs comme ça. C'est que des situations qui vont trop vite, qui sont beaucoup trop décousues, qui sont, pour celles qui pourraient être intéressantes, sont pas du tout approfondies, et pour celles dont on n'aurait rien à foutre tellement c'est de la merde, sont... pourquoi on leur donne du temps d'antenne, du coup ? On a voulu, en fait, retranscrire 8 saisons dans 8 épisodes. Ça marche pas du tout. Ça marche juste pas du tout. Et je trouve que c'est pas nécessairement un bon moyen d'introduire quelqu'un à l'univers de Resident Evil. C'est trop... c'est beaucoup trop le bordel. On va parler des trucs... de l'acting. Je trouve que l'acting des personnages est pas ouf, de manière générale. Et c'est surtout lié à de très gros problèmes d'écriture. La série Resident Evil est écrite de manière extrêmement inégale, pour pas dire avec le cul, mais c'est vraiment mal écrit. On n'a pas d'approfondissement au niveau des dialogues, on n'a pas vraiment d'attachement vis-à-vis des persos. Déjà parce que le rythme fait qu'on ne peut pas se focaliser sur quelque chose en particulier. Il y a des décisions qui sont très très connes, qui sont mis en place, qui justifient en fait des rebondissements scénaristiques très foireux. Et les personnages, de manière générale, ne sont pas bien écrits, les dialogues sont pauvres. Ceux qui pourraient être intéressants sont trop opaques pour être vraiment bien. Il y a par exemple un passage où est-ce que Evelyn Marcus, qui fait une conférence avec des investisseurs pour décrire un petit peu les potentialités de Joy, et Albert Wesker qui est sur la défensive vis-à-vis de ça et qui met en garde vis-à-vis d'un danger. Et ça, et sur aussi 2 ou 3 autres passages, il y a beaucoup de vocabulaire scientifique qui est utilisé avec des mots que personne ne comprend. C'est des mots que vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas fait de la biochimie, pour le coup, de la biologie, qui fait que on comprend pas. On comprend pas. On a de meilleures explications qui sont fournies dans les jeux vis-à-vis de ça. Les jeux utilisent aussi du vocabulaire scientifique, mais ils accrochent toujours une explication qui est accessible au grand public. Là, dans ça, je vois pas, j'ai pas compris les explications qu'ils fournissaient. Et c'est un des trucs qui fait dire que c'est bien de foutre du vocabulaire, du champ lexical qui est particulier, ça donne de la profondeur à ce que vous dites. Mais s'il n'y a pas une bonne explication qui soit intelligible pour le public, ça sert à rien, c'est un pétard mouillé. Et ça encore, c'est une idée qui aurait pu être bonne, mais qui est juste incroyablement mal exécutée. C'est nul. Les personnages sont pas ouf. Je crois que le pire, et ça fait incroyablement mal, je crois que le pire personnage, c'est Jade. Mais c'est Jade de 2022, pas de 2036. 2036, elle est un peu mieux. Mais la Jade de 2022, c'est non, quoi. Allez regarder la série et faites-vous-en un avis par vous-même, mais je sais pas si c'est l'actrice qui joue mal, je pense pas, Je pense pas que ce soit l'actrice qui joue mal en elle-même. Mais l'écriture de son personnage est bancale à fond.
très peu de retranscription d'émotions. Ça donne... Il n'y a rien qui donne envie de s'accrocher au personnage. Autre problème que j'ai remarqué, et ça c'est fort quand même pour être souligné aussi, les musiques du jeu. Les musiques de la série, pardon. Il y a beaucoup de musiques qui sont des reprises de singles connus, qui sont mis comme ça, qui sont très 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 hors sujet vis-à-vis du contexte de la série. Parce que encore, hein, on mettrait une scène d'action avec une musique bien énervée, pas de problème, hein, mais dans tout le reste, c'est d'un hors sujet abominable. Hein. La série a pas d'identité sonore. A pas d'identité sonore qui lui est propre. Et c'est grave. Hein. Et ça sort totalement, je pense, le spectateur de la série. Le contexte, hein, on parle encore une fois de Neo Umbrella. J'avais déjà dit qu'il faudrait nous lâcher un petit peu la grappe vis-à-vis de ça. Ouais, ça se passe en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il n'y a rien qui est un minimum expliqué, il n'y a rien qui est un minimum justifié. On va aborder un truc aussi. Alors attention, hein. Déjà d'un, je pense que c'est bien, c'est important à dire. Tout ce que je dis là, c'est de mon point de vue, c'est point de vue d'une personne qui a surtout fait les jeux et qui est surtout attaché au lore des jeux. Donc c'est pas parole d'évangile. C'est pas parole d'évangile parce que je pense qu'il y a des personnes qui, très sincèrement, ont apprécié cette série. Et cette série leur a peut-être aidé à découvrir ensuite l'univers en entier de Resident Evil. Peut-être. Chaque personne est différente vis-à-vis de ça. Mais j'avais dit auparavant, et là attention, hein, on va prendre ce que je vais dire par la suite avec de grosses pincettes parce qu'on va aborder des sujets qui sont délicats. J'avais dit auparavant que la série est beaucoup dans le paraître. Il n'y a rien qui est approfondi, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que c'est comme si on remplissait un cahier des charges, on voulait ça et c'est tout. Et c'est pas que sur le côté fanservice, où est-ce qu'on met mec à la tronçonneuse, où est-ce qu'on met des liqueurs, où est-ce qu'on met Albert Wesker et tout ça. Non. C'est aussi de manière plus générale vis-à-vis, on va dire, de sujets de société. Alors, attention, hein, à pas sortir ce que je vais dire de son contexte ou quoi que ce soit. Je vais faire très simple. Nous avons, donc du coup, en choix de casting, en choix de lieu, de personnages et de background pour certains personnages, les trucs suivants. Donc, Jade Wesker, qui est ici, est afro-américaine. Sa sœur, Billy, est plus typée asiatique. Leur père, Albert Wesker, est un Renois. Je continue. Evelyn Marcus est donc du coup la chef d'Umbrella et est lesbienne. Le tout se passe en Afrique du Sud. Ok. La première chose que je me suis dit, et à pas sortir de son contexte, hein, mais c'était un peu bizarre d'avoir une personne de couleur noire jouée à Albert Wesker qui est un blanc, quoi. Mais quand on connaît l'univers de Resident Evil, quand on sait qu'il y a ce principe de clone, et quand on nous a révélé que Albert Wesker en fait était un clone du Albert Wesker original, j'ai fait oui, très bien. Et ça me dérange pas. Et moi, je suis absolument pas contre avoir des réécritures de certains personnages, avoir des décisions qui sont prises comme ça vis-à-vis du casting. Je trouve même que c'est cool. Hein. Honnêtement, ça fait du bien d'avoir de la diversité. C'est assez logique, hein, surtout vis-à-vis de l'Afrique du Sud, qui a une très grosse diversité ethnique et culturelle. C'est bien d'avoir des personnages qui peuvent, on va dire, un peu sortir du lot comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que bon, hein, les persos qu'on connaît dans la série Resident Evil, ce sont tous des Américains blancs de peau. C'est vrai que au bout d'un moment, c'est bien de voir d'autres personnes. Ne serait-ce que juste sur le plan culturel, de voir d'autres personnes à l'écran, que ça se passe dans des pays différents, de voir en fait à quelle échelle ça se construit. C'est quelque chose qui est retranscrit d'ailleurs dans les jeux Resident Evil. Dans Resident Evil 5, le partenaire de Chris, c'est Sheva, qui est africaine, et qui a un lore qui est lié au pays, à un des pays d'Afrique de l'Ouest. Principalement, ça doit être le Nigeria ou quelque chose comme ça. Parce que c'est un pays qui a eu à la fois une influence de la France et une influence du Royaume-Uni.
Ça se retrouve, un peu partout. On voit différents contextes. On est amené à voir différentes cultures, différents types de villes, de paysages dans les Resident Evil. Et c'est très cool. Mais là, en fait, on a ce choix de casting. Ok. On a Billy, qui est vegan et défendrice des animaux. On a Evelyn Marcus, qui est lesbienne. Ok. Et il n'y a rien qui nous permet d'apprécier ça. On sait comment est notre société actuellement, les difficultés que rencontrent les personnes qui sont issues de minorités ou qui s'inscrivent dans la mouvance LGBT. On sait les difficultés qu'elles rencontrent. Et l'histoire se passe en 2022. Donc l'histoire, c'est notre actualité. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus profond et si vous voulez mettre des personnages qui sont comme ça, étant donné qu'on est dans l'actualité, pourquoi est-ce que vous développez pas un peu plus ça ? Parce que Evelyn, vis-à-vis de sa femme, c'est une connasse et elle agit plus ou moins comme un... Elles sont lesbiennes, mais c'est un couple, on dirait que c'est un couple hétéro. Mais que c'est le couple hétéro, ou est-ce que Evelyn, là, dans ce cas-là, est celle qui bosse tout le temps, qui s'occupe pas de sa famille et qui considère même sa femme comme une conne. Et sa femme, c'est je t'ai préparé ton dîner préféré. Et tout ça, c'est... Il y a beaucoup d'impressions de faux. Et si vous souhaitez aborder des thématiques sociétales comme ça, pourquoi est-ce que vous les développez pas un peu plus ? Parce que là, ça donne juste l'impression que c'était un placeholder. On avait besoin d'une femme qui soit lesbienne. On avait besoin d'acteurs d'ethnies différentes. On avait besoin de quelqu'un qui est vegan et tout ça. Moi, j'aurais aimé m'accrocher au personnage. Le seul truc qu'on apprend vis-à-vis de Billy, elle a 14 ans. Elle est peut-être un petit peu rebelle, mais elle est très largement en âge de comprendre beaucoup de choses. Ce qu'on apprend, c'est oui, elle est juste végane et elle est contre la maltraitance des animaux. Première scène qu'on nous fout sur la gueule avec Billy. Première scène importante, c'est elle qui se fait déglinguer par une personne qui la considère comme étant une conne, qui la traite en gros de bouffeuse de tofu ou quelque chose comme ça. Ça fait décrédibilisant en plus. Elle voit des animaux qui sont en cage, sur lesquels elle suppose qu'il va y avoir des expérimentations. Mais ça a toujours été fait. Ça a toujours été fait, et c'est normal. Pas pour autant que y a des maltraitances qui sont faites en laboratoire. Ça, c'est des choses qui sont totalement véridiques. Il y a eu beaucoup de trucs, beaucoup de faits divers gravissimes autour de ça. Mais... ça aurait pas été mieux de mener une enquête au préalable, au lieu de se rendre directement dans un endroit qui est censé être sécurisé. J'espère que dans ce que je dis, je parais pas enfonçant, parce que c'est absolument pas du tout le but. Moi, je suis absolument d'accord avec tout ça, et même mieux, je trouve que c'est important de foutre ça dans des séries, de pouvoir parler de ce genre de sujet, tout comme on pourrait parler de plein d'autres sujets. Et très concrètement, le mec qui a écrit ça, qui s'appelle Andrew Dabb, bien évidemment, il est resté déjà focus sur ce principe, sur cette merde vis-à-vis de Resident Evil 2, c'est zombies, Raccoon City et c'est nanardesque, alors que c'est bien plus que ça. Et on dirait que son traitement, il a mis ça juste pour faire joli, pour remplir un cahier des charges. Il n'y a pas d'approfondissement qui est lié vis-à-vis de ça. Alors que ça aurait été bien. Nous expliquer pourquoi Billy est devenue végane, par qui elle a été influencée, nous faire voir des tranches de vie d'Evelyn Marcus, pour qu'on s'attache à elle, pour qu'on s'attache à sa femme, donner plus d'importance à sa femme peut-être. Albert Wesker, on aimerait bien en apprendre un petit peu plus sur son évolution. Et le seul truc qu'on donne à Albert Wesker dans cette série, c'est vous inquiétez pas les filles, je gère, je vais garder tout vachement secret et tout ça, et je suis quelqu'un de très très froid, de très stoïque déjà de base. Mon Dieu, mais vous branlez quoi ? Mais vous branlez quoi ? Et le pire, c'est que il y a certaines idées, il y a certains settings, plus que ce qu'on pourrait croire, qui auraient pu être intéressants. Il y a une partie de la série qui aurait pu être très intéressante.
au niveau des personnages, du développement des personnages, au niveau des sujets de société qui sont traités. Je le rappelle que Resident Evil traite de sujets de société déjà de base. On a dit que ça parlait de la guerre, on a dit que ça parlait du développement technologique, on a dit que ça parlait du problème des impérialismes, des conflits entre les nations, la mégalomanie de certaines personnes. Dans les Resident Evil, on voit des civils qui sont totalement affectés par les événements qui se passent. La menace peut se faire à plusieurs échelles. Au sein d'une seule famille, comme dans Resident Evil 7. Au sein d'une ville entièrement, ou d'un village, comme dans Resident Evil 8 ou dans les premiers Resident Evil. Au sein d'un pays en entier, comme on peut le voir dans Resident Evil 5, par exemple. Dans les films d'animation. Au niveau du monde, globalement. C'est le cas de Resident Evil 6 et des épisodes du premier Resident Evil Révélation. La menace est multidimensionnelle, hein, et on nous montre des passages qui sont durs, qui sont des épreuves pour les gens. Des épreuves physiquement, mais émotionnellement. Là, on n'a rien, on n'a que de la surface. Laissez-nous apprécier les personnes que vous nous donnez. Laissez-nous apprécier leur histoire. Restez pas en surface, les mecs. Détaillez vos propos. Dans les films d'animation Resident Evil et dans certains jeux, on a des personnages qui font partie des ONG, qui font partie d'ONG. Par exemple, on a des scènes qui montrent des contacts avec des populations qui ont subi les affres du bioterrorisme ou les affres d'une guerre. Je vais être très acerbe et probablement insultant, hein. Mais pour moi, Resident Evil est une série qui remplit un cahier des charges qui est maltraité, qui est traité par quelqu'un qui s'est dit oui, je fais ça en fait juste pour pouvoir accrocher à d'autres types de publics, mais c'est écrit par quelqu'un qui a pas l'air d'avoir le moindre pied ou la moindre connaissance des thématiques abordées. À quoi ça sert de mettre des placeholders si c'est pas développé, ça? Alors que c'est important. On aurait pu avoir, là, ça aurait été vraiment dans l'air du temps, hein. Les pathogènes qu'il y a dans les Resident Evil, les virus, les parasites, hein, ce sont des trucs qui vont modifier les êtres vivants, ce sont des trucs qui peuvent poser de réels dangers sur les écosystèmes. Resident Evil peut à 200% parler d'écologie. Si on parle de capitalisme, si on parle de la société, chose que Resident Evil traite aussi, de base. On peut parler des efforts que souhaite mettre en place le véganisme. On peut parler des personnes qui veulent défendre les animaux, qui sont contre les élevages industriels, la souffrance animale. C'est très bizarre, en fait. Attention. J'ai l'impression... Comment dire ça ? Je vais me faire insulter, hein. J'ai l'impression que la série fait un peu woke, et en même temps... Et en même temps, en fait, c'est juste de la para. C'est juste pour dire, waouh, regardez, on est dans l'air du temps. On a les 4 persos les plus importants de la série. Il y a une fille afro-américaine, il y a une fille asiatique, il y a un mec black, et il y a une lesbienne. Ok, d'accord. Moi, je dis ok. Mais du coup, si dans d'autres séries, on pourrait traiter des personnages qui sont pas issus d'une quelconque minorité, si on les traite bien, pourquoi est-ce qu'on développe pas un petit peu plus ça, au lieu de répondre à un agenda qui est juste une devanture. Vous traitez d'une série qui traite de sujets sociétaux et politiques, hein. Mettez à l'air du temps. Ben, allez-y. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps justifier la présence de personnages qui ont une certaine orientation sexuelle ou une certaine ethnie. Bien sûr que non. Mais il s'agirait peut-être, à un moment, de faire en sorte que ça paraisse pas fake, en fait. Montrez-nous l'amour entre Evelyn et sa femme.
Evelyn, elle est montrée comme... Enfin, elle se décrit elle-même comme quelqu'un qui bosse d'arrache-pied, qui a sauvé Umbrella, qui est au beurre du burn-out pour vis-à-vis de ça et tout. Au lieu de nous montrer une séance de yoga à la con, ce qui est totalement vrai, elles font une séance de yoga, on dirait... bonjour, bienvenue à Los Angeles, installez-vous, merci. Au lieu de nous montrer ça, montrez-nous un moment intime entre elles. Montrez-nous que la femme d'Evelyn lui permet de garder les pieds sur terre, de ne pas souffrir de la pression de son travail. Par exemple, avec Billy, au lieu de mettre un poster à la con du genre la viande c'est mal, les carnistes sont des cons. Pourquoi est-ce que vous montrez pas des scènes où est-ce que Billy est avec un club du lycée ou est avec une association de défense animale? Juste ça, pas besoin d'aller plus loin. On comprend que c'est un de ses objectifs. On met bien des personnages qui sont dans des ONG. Si c'est ça le but, mais faites-le. Restez pas dans le putain d'apparat. Et c'est ça en fait qui me gonfle. C'est peut-être le plus gros point noir de la série et qui rejoint ce qu'on avait dit. Hein. Ça s'inscrit dans ça de toute manière. Hein. L'écriture des personnages est nulle. Elle est nulle à chier. Elle est contre-productive. On parle de tout ça, on peut parler aussi du médicament Joy. Ils veulent créer un médicament qui permet de régler immédiatement tous les problèmes de santé mentale. Pourquoi ? Quelle est la proportion des personnes qui sont affectées par la dépression ? Si jamais c'est l'objectif, hein, décrivez en quoi la dépression est un énorme fléau du XXIe siècle. Hein. Et c'est avant tout un fléau des sociétés occidentales, hein, c'est pas un truc qui va aller pour tout le monde. Hein. Pourquoi se focaliser sur un médicament qui est un antidépresseur ? Pourquoi dire c'est la solution miracle ? Hein. Vraiment, un médicament juste comme ça, c'est la solution miracle à quelque chose qui est de l'ordre du psyché ? Faut pas l'ajouter à autre chose ? J'ai pas trop compris ce choix. J'ai pas vraiment compris ce choix. Il y a une version qui est montrée dans la série, qui est à destination des enfants, qui est le Joy Kids. Mais là, pour le coup, c'est quoi la justification derrière ? C'est quoi que vous essayez de montrer avec ce truc ? Faudrait, en fait... Je connais des gens hein, qui sont affectés par certains troubles. J'ai connu des personnes qui sont bipolaires. J'ai connu des personnes qui ont le syndrome d'Asperger. Je connais des personnes qui ont été affectées par des événements traumatiques, qui ont été en dépression. J'aimerais avoir leur ressenti vis-à-vis de cette série. J'aimerais bien savoir ce qu'elles pensent de comment les sujets sont abordés. Sans déconner, hein. Après, ça me... c'est le genre de choses, en fait, qui me touche beaucoup. Je suis très regardant vis-à-vis de ça. Nous traitons de sujets qui sont importants. Si vous traitez de sujets importants, traitez-les bien. Donc voilà dans l'ensemble ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette série. Il aurait pu y avoir de très bonnes choses, hein. Mais le potentiel qu'il aurait pu y avoir, il a été totalement gâché. Et je trouve que c'est une très 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 mauvaise série. Je n'aime pas du tout sa direction. Je n'aime pas le fait qu'elle n'aille pas au bout de ses idées. Je n'aime pas vraiment les pieds de nez que ça fait à Resident Evil, sous couvert de certains arguments qui sont vaseux. Et moi, je vais être très honnête, hein. Vu comment c'est foutu, je pense qu'il va pas y avoir de deuxième saison.
parce que ça a fait un flon, mais monumental. Ça a fait, mais un bide incroyable. 5 raisons de regarder, 5 raisons de zapper. La série déjà morte, mais qui ne le sait pas encore. 2 sur 5 sur Allociné. 1,5 sur 5 ici. Je crois que ça, elle a fait 36% sur Metacritic. Voire moins. Je sais plus si c'est 36 ou 29. Mais un score, mais nul à chier. 54% des utilisateurs ont aimé ce programme TV. Ça a un petit peu changé, hein. Il y a quelques jours, c'était moins. Putain, pourtant, Lance Reddick, il est vachement connu, hein, il me semble. Hein. Il est énormément acclamé. 53 sur 100 sur Metacritic. La série est loin d'être aimée. Hein. Série d'horreur et de science-fiction, il n'y a rien d'horrifique hein, dedans. Et je pense pas que ça soit tant fidèle que ça. L'avis des fans est dévastateur, bien évidemment. Alors là, les fans, je pense qu'ils y ont tiré dessus à coup de RPG 7. Ça a dû faire mal. Hein. Selon beaucoup de personnes, la série est un fiasco. 5 raisons de regarder, 5 raisons de zapper. Une série FSF avec des zombies comme on les aime. Hein. Alors oui, le fait d'avoir du post-apocalyptique et du pré-apocalyptique, ok. Ça ok. Des personnages plutôt attachants et une intrigue assez accrocheuse. Nous avons donc une nouvelle façon d'expliquer l'incident de Raccoon City. Non. C'est pas du tout le même contexte. C'est pas du tout... non. Le système de contrôle des zombies par des reines-mères. Hein. Ah oui, mais c'était que sur un mob... oui. Raccoon City, son esthétique fait tout son charme. J'aime pas du tout le design aseptisé de la nouvelle Raccoon City. Même si en soi, c'est logique avec le truc, je suis pas fan. Ne regardez pas Resident Evil de Netflix si vous êtes un puriste des jeux. Bah oui, donc du coup, c'est totalement con de dire ça complète l'univers de Resident Evil et ça fait de bonnes allusions au jeu. Non. L'histoire n'est pas non plus très bien respectée. Hein. Pour une série qui se vante de reprendre de nombreux éléments de tous les jeux dont Village, franchement, ce n'est pas probant, oui. Des longueurs encore dans longueurs, ouais. Une histoire trop romantisée et gnangnan par rapport à l'univers. Pas trop romantisée et gnangnan. C'est surtout, oui, très incohérente. Hein. Et claqué, quoi. La pire adaptation de Resident Evil se trouve sur Netflix. À part quelques noms et créatures, très peu de rapport avec la franchise Resident Evil. Oui. Sinon, mal écrit, mal mis en scène, mal joué. Effets spéciaux bas de gamme, maquillage pathétique. Non, les effets spéciaux et les maquillages, moi je les trouvais pas mal. Les scènes d'action, hein, de manière générale, je les trouvais sympas, même s'il y avait des trucs à redire, mais il y avait des trucs qui étaient bien en termes d'effets spéciaux et tout ça. On se demande souvent si on est en face d'une série sérieuse ou d'une parodie. Netflix s'est complètement torché avec Resident Evil, je suis d'accord. Demoiselle de 14 ans qui enchaîne les mauvaises décisions. Oui. Notation de 7 sur 20. La série se regarde et est un très bon divertissement de science-fiction. Par contre, pour ce qui est de sa cohérence narrative ou sa cohérence vis-à-vis de l'univers des jeux, c'est un gros non. Moi, je serais même un tout petit peu plus sévère vis-à-vis de ça. Parce que divertissement de science-fiction, moi, je trouve... Hein. Il y a eu des passages qui étaient cool. Hein. Il y a eu des passages qui étaient cool. Mais qui étaient peu nombreux et qui n'étaient pas assez longs pour ça. La construction scénaristique, la construction des plans et tout ça n'aide pas à la compréhension du scénario. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui aident pas cette série. La série Resident Evil se trouve en partie à Calais. Ouais, ça se trouve à... Oh putain, oui. Oh, ça aussi. En fait, on dirait que la série invente de nouveaux clichés. Ou en réécrit certains. La confrérie dans laquelle Jade est un superviseur d'Umbrella qui était censé la capturer, mais qui va se retrouver avec elle. Les deux, ils sont enfermés donc du coup dans une sorte de micro-complexe souterrain. Enfin, c'est une prison, hein, c'est une prison souterraine, totalement délabrée avec des zombies partout. Les mecs qui sont à l'origine de ça,
sont donc du coup des mecs qui sont totalement barjots, qui se considèrent comme étant comme quoi en fait il faut alimenter tout ça, voilà. Qui sont fascistes et leur tableau de commande est en allemand alors qu'on est en France. Oui, bonjour. Alors, je voudrais des types qui sont méchants, mais genre qu'on comprend bien qu'ils sont méchants. Alors, ok. Donc, des types d'une secte. Ok, check. Complotiste. Ok, check. Fasciste. Ok, check. Allemand. Donc, probablement néo-nazi. Ok, check. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Pardon, hein, mais ça rejoint tout ce que j'ai dit avant avec les choix de background des personnages. Hein. C'est... Pourquoi? Pourquoi cette confrérie existe? Il dure pas longtemps en plus, hein. Il dure un épisode, c'est tout. C'est pas les méchants. C'est censé être Umbrella les méchants. C'est un bordel. C'est un bordel, faut arrêter. Hein. On va faire une comparaison avec ça. Resident Evil Infinite Darkness. Qui est donc du coup une petite série d'animation. Alors pour le moment il n'y a que la première saison, mais qui donc du coup reprend des personnages de Resident Evil. Là on a Léon et là on a Claire. La série se passe, enfin, l'histoire de la première saison se passe en 2006. La saison dure 4 épisodes chacun de 25 minutes. Donc vous avez bouclé le truc en moins de 2 heures, hein, c'est rapide. La série se passe donc du coup en 2006. Alors nous avons des trucs, je trouve que c'est à la fois une bonne série Resident Evil et une mauvaise. L'histoire est la suivante. Il y a 6 ans, en 2000, s'est passé une guerre dans un pays, dans un pays d'Asie qui s'appelle le Penamstan. À pas confondre avec le Panamstan qui est un Paris islamo-gauchiste. Et le Penamstan qui est donc du coup un pays fictionnel. Qui est donc du coup inspiré de tout ce qui est pays d'Asie de l'Ouest et Asie centrale, hein, Iran, Pakistan et tout ça, hein, qui est d'ailleurs un pays frontalier avec la Chine. Où est-ce que là-bas il y a une guerre qui fait rage avec des rebelles qui sont contre du coup le gouvernement du Penamstan. Et il y a une intervention de l'armée américaine qui est là pour pouvoir combattre les rebelles. Ce qui rappelle peut-être quelques petites exactions vis-à-vis des États-Unis. Moultes exactions même, hein, dirons-nous. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'il y a une unité qui s'appelle les Mad Dogs, qui sont descendus alors qu'on leur disait qu'il fallait partir, mais qui sont descendus en hélico à un endroit pour pouvoir secourir un type qui s'appelle Junsi, qui est un des militaires. Et malheureusement, ils seront abandonnés ici, et même on tirera un missile sur leur position sans leur consentement, hein, même s'il y avait des gens. On apprendra plus tard que Junsi aura été infecté, et que eux aussi, ils auront été infectés parce que le virus T, encore lui, aura été relâché sur la zone, et les rebelles auront réussi à s'introduire dans l'endroit où est-ce que les militaires se sont repliés, et à les mordre. Donc ils se sont tous fait infecter. On apprend donc du coup que Junsi, donc ce fameux militaire d'origine chinoise, mais qui est dans l'armée américaine, et était aux portes de la mort, déjà de base, mais il s'est fait infecter. Et c'est un militaire qui travaillait sur un inhibiteur du virus T. Donc quelque chose à prendre régulièrement, une sorte de médicament à vie, qui empêche toute personne qui a été infectée de se transformer. À condition qu'on respecte le fait de prendre régulièrement les doses. Du coup, lorsque les Mad Dogs ont rapatrié Junsi, de leur côté, ils se sont mis avec une tente de fortune et tout ça. Junsi leur a dit d'utiliser ces doses, et donc du coup, Junsi n'en avait plus. Donc du coup, eux, ils ont réussi à garder leur forme, et Junsi, lui, s'est transformé. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé à cette époque. Et nous avons un autre personnage, Shen Mei, qui travaillait aussi plutôt en poste de communication, elle était adjudante de mémoire
en poste de communication dans le QG des opérations, qui est la sœur de Junsi, qui sera venue dans cette tente où est-ce que Junsi a été gardé et aura vu que il est devenu un zombie. 6 ans plus tard, du coup en 2006, il y a une réunion importante qui est demandée directement à la Maison Blanche. On retrouve le président des États-Unis en fonction à ce moment-là, qui est le président Graham, le père de Ashley Graham, qui est la fille que Léon a sauvée dans Resident Evil 4. Donc on a vraiment un lien direct avec les événements de Resident Evil 4. Et donc du coup, en fait, on a plusieurs agents gouvernementaux. Parmi eux, nous avons... comment il s'appelle ? Jason, qui était donc le chef des Mad Dogs à l'époque, qui s'est reconverti en tant qu'agent gouvernemental. Shenmei, qui était aussi là à l'époque, qui s'est reconverti en agent gouvernemental. Un rookie qui s'appelle Patrick. Et on a Léon qui va arriver aussi pour cette mission, qu'on attend comme le Messie, parce que c'est le héros qui a sauvé la fille du président, et c'est celui qui était à Raccoon City, donc avec plein de missions à son palmarès, c'est un héros, en gros. Léon qui arrive donc du coup en hélicoptère à la Maison Blanche. À ce moment, en fait, dans la Maison Blanche, lorsque il y a la réunion qui est mise avec le ministère de l'Intérieur, je crois, ou le conseiller de la sécurité, le conseiller de la sécurité des États-Unis, et d'autres personnes, il y avait le porte-parole et tout ça. Le conseiller de la sécurité a dit que, en fait, les États-Unis ont subi une cyberattaque de la part de la Chine. Et que donc, du coup, il fallait réaugmenter le niveau d'alerte et le niveau de sécurité. Et je regarde ça, mais bon, il n'y a pas... On va arrêter de regarder TikTok. Et pile poil à ce moment-là, en fait, il y a une coupure d'électricité qui survient dans la Maison Blanche, suivie d'une attaque de zombies. Donc, une attaque bioterroriste directement sur la Maison Blanche. Leon arrive et permet d'endiguer la situation. Il y a tout le monde qui est sain et sauf. Bref, tout se passe bien. À la suite de ça, le conseiller de la sécurité dit que ceci est de la faute de la Chine, et que donc du coup, on doit envoyer une unité comprenant Shenmei, Jason et Leon, aller pénétrer les eaux internationales chinoises, aller sur la côte chinoise et aller essayer de démêler toute cette affaire. Shenmei, Jason et Leon partent. Ce qu'on apprend plus tard, donc du coup, c'est que Jason, lui de son côté, a été terriblement affecté par les événements qui se sont passés au Pénamstan. Et c'est quelqu'un qui est infecté, qui est obligé de suivre son traitement à vie, et qui souhaite se venger déjà de son côté, parce que toute cette situation, en fait, a été déclenchée par le conseiller de la sécurité. La situation où est-ce que ses potes se sont fait mordre, en plus, ses potes, ne parvenant pas à soutenir la pression que leur faisait le conseiller de la sécurité, parce que en gros, maintenant qu'ils étaient infectés, le conseiller de la sécurité leur a dit « Je peux vous fournir les doses autant que vous voulez, tant que vous disiez rien sur ce qui s'est passé au Pénamstan. Et sur tout le reste. » Donc il faisait beaucoup de chantage. Et il faut savoir que donc du coup, en dehors de Jason, toutes les personnes de l'unité Mad Dogs s'est suicidées, parce qu'elles n'arrivaient pas à vivre avec ce traumatisme. Ce traumatisme, le fait d'être infecté, tout ça. Plongeant Jason dans une colère monstre, lui qui a connu la peur, la terreur, le fait de voir ses compagnons d'armes se donner la mort à cause du chantage fait par le conseiller de la sécurité, et il souhaite prendre revanche sur le conseiller de la sécurité, notamment en trouvant des preuves pour pouvoir divulguer les actes qu'il a commis. Et Shenmei, de son côté, a décidé de s'allier à Jason, parce que c'est à cause du conseiller de la sécurité que son frère est devenu un zombie qui est actuellement... qui est... donc du coup, on l'apprend plus tard, parce que... il y a tout le monde qui arrive à Shanghai, machin, et tout ça, et il y a Leon qui suivra Shenmei suite à différentes scènes. Junsi, donc le frère de Shenmei, est gardé en convalescence, enfin plutôt en coma artificiel, on va dire, toujours dans son état, qui est totalement incurable, et qui est surveillé par son grand-père.
ce qu'on apprend, c'est que tout le monde avait les moyens, chaque militaire de l'unité Mad Dogs avait une puce qui permettait de savoir, en gros, l'évolution de leur métabolisme avec l'infection du virus, de pouvoir les surveiller. Et que ça constituait une preuve irréfutable pour pouvoir faire tomber le Grand Conseil. Et la scène de fin, en fait, c'est Jason qui, dans son accès de rage et dans sa volonté de montrer au monde, en fait, ce qu'ont fait les États-Unis vis-à-vis du Penamstan, et pour pouvoir montrer, en fait, partager avec le monde la souffrance, la douleur et la peur qu'il a ressentie. Jason va infecter le conseiller de la sécurité, qui aura par ailleurs capturé Claire, qui était en train d'enquêter sur cette affaire, qui se fera arrêter par lui. Jason infectera le conseiller de la sécurité, abandonnera ce traitement, ce qui fait qu'il se transformera en une sorte de tyran, les ennemis ultra balèzes et très récurrents des premiers Resident Evil. Et comme au-dessus du complexe où est-ce qu'ils vont se trouver à cet endroit-là, donc le complexe où étaient développés en gros des super soldats par le biais du Conseil de la Sécurité, au-dessus d'eux se trouve la conférence que mène le président des États-Unis vis-à-vis de la guerre au Penamstan. Où est-ce que le président des États-Unis, le président Graham, à la base devait déclarer en gros, de manière plus ou moins explicite, une guerre ouverte à la Chine, parce que selon le Conseil de la Sécurité, tout ça était à cause de la Chine, mais bien évidemment c'était une manigance de sa part. Mais au final, il dira, non, les États-Unis, en fait, eux, ils cherchent juste à être un modèle de paix. Les États-Unis veulent en fait juste soutenir le Penamstan et faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas chez eux. Donc abandonner l'idée de faire la guerre à la Chine, qui a rien à voir avec tout ce qui s'est passé là. Et Jason, donc du coup, voulait éventrer ce complexe souterrain et sortir, se présenter devant toute la conférence pour pouvoir répondre la peur à travers le monde. Il y a des choses qui sont pas folles dans cette série, encore une fois, le virus T, c'est des zombies, machin et tout ça, il n'y a pas grand chose qui est développé, les personnages sont un peu plats, on va dire dans l'ensemble, ça reste justement assez dans la veine de ce que proposait Resident Evil, dans le sens où est-ce qu'on avait des personnages qui balançaient des one-liners et tout ça, qui restaient un peu indimensionnels, mais qui au moins n'étaient pas mal écrits, et qui avaient de réelles motivations derrière. Encore un truc vis-à-vis de Raccoon City, bon, le grand méchant, c'est le conseiller qui veut juste se faire un max de flouze, et pouvoir faire ce que bon lui veut. Ce qu'on peut retrouver IRL, totalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà. À la base, quand j'avais regardé cette série, j'avais pas pris tout le recul vis-à-vis de Resident Evil. J'avais pas vu la série Netflix, parce que Infinite Darkness est sorti en 2021, un an avant la série Netflix. Et après ça, après avoir vu, je me dis en fait, Infinite Darkness aurait mérité peut-être d'autres trucs. Moi, je trouve que c'était un peu trop court. J'aurais bien aimé avoir plus d'épisodes. Mais après, tout était complet. C'était globalement bien scénarisé. Et on avait un petit peu l'intrigue de Claire, même si j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle sert malheureusement pas à grand-chose. On a Leon, bon, qui est le mec qui sauve la situation, ce qui est assez classique, qui est peut-être un des plus gros trucs que j'ai à reprocher, c'est que j'en ai marre qu'on suce la bite de Leon en permanence. Faudrait peut-être le laisser un petit peu, ce garçon. Ou faudrait peut-être lui montrer un côté, son côté plus traumatisé, parce qu'il est censé avoir été traumatisé à la fois par les événements de Raccoon City et les événements en Espagne. Dans Resident Evil 4, chose qui apparemment va être bien présentée dans le remake de Resident Evil 4, pour ça que je l'attends beaucoup. Mais hormis ça, en fait, hormis le fait que c'est très bateau et ça reste trop accroché aux premiers événements de Resident Evil, en partie. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de diversité, j'aurais bien aimé avoir plus de trucs comme ça. En fait, au final, cette série, elle est pas mal.
elle est ok tiers. C'est une assez bonne série d'animation. C'est un 6 sur 10, 12 ou 13 sur 20. Il y a pas mal de choses à améliorer, mais après le reste est correct. C'est bien. Et du coup, même, j'ai envie de dire, il me tarde de voir ce qu'ils pourraient faire pour la deuxième saison. Est-ce qu'ils pourront aborder d'autres trucs, d'autres jeux, d'autres contextes, et tout comme ça? Ça serait intéressant. La première saison est pas assez fournie, à mon goût. Un peu décevante sur certains points, mais il y avait quand même quelques idées qui étaient vraiment sympas. J'aime beaucoup le contexte du Penamstan et le côté vraiment de conflit géopolitique qui se met en place. J'aimerais que ça soit... J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus développé et que ça se centre pas sur Léon, le dieu de vivant. Mais voilà, c'est une série ok tiers. C'est une... niveau animation et tout ça, c'est très très bien. Graphiquement, c'est très bien. Scénaristiquement, il y a des trucs qui sont cool, il y a des trucs où est-ce que ça... Vous êtes un petit peu branlé les couilles, hein, les gars. Hein, faut pas se le cacher. Mais un exemple de série Resident Evil qui est bien, mais en même temps fait par Capcom. J'espère qu'ils vont faire plusieurs saisons. Hein. J'aimerais qu'ils fassent plusieurs saisons pour voir un petit peu ce qui pourrait étoffer. Si ça, c'est une mise en bouche et qu'ils peuvent améliorer la formule par la suite, ça peut devenir mais une très très bonne série de l'univers Resident Evil. Y a pas de souci. Mais il faut qu'ils prennent les bonnes décisions. Voilà, du coup. Bon, je pense qu'on en a fini avec tout ça, hein. Avec cette review, ça fait... Oh, on en est à 3h45 de live actuellement, bon, avec des pauses, avec des trucs comme ça et tout. Pas mal de choses qui vont être coupées. Ça, c'est clair, hein, ça va faire... je pense moins de 3 heures au total. Mais voilà ce que je pense de Resident Evil Netflix et de Resident Evil Infinite Darkness, du coup. Deux choses totalement différentes et on voit très bien que c'est pas le même style de scénarisation. Hein. Bon. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci aux personnes qui sont venues, qui sont restées sur ce live. Hein. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se quitter là, en fait. Hein. C'est une bonne conclusion. Passez une bonne soirée, dormez bien, et on se dit à demain pour la suite de Resident Evil Code Veronica, du coup, à partir de 20h. Allez, la bise. Hein.